Dany Robert Dufour, bonjour. Bonjour Béla, merci de me recevoir à nouveau dans votre beau travail d'enquête et d'entretien que vous faites. Merci Dany de m'accorder cet entretien pour l'atelier Iqbal. Nous avions déjà eu un entretien à Paris en 2018 autour de votre travail sur le libéralisme et religion, théologie, les aspects un peu liés au niveau des croyances, à notre rapport voilà, à l'économie libérale. Vous êtes philosophe, voilà, vous travaillez depuis de nombreuses années, particulièrement sur ce lien entre libéralisme et croyance ou théologie. Donc voilà, je sais que vous êtes actuellement au Brésil et donc l'idée c'était de voir voilà, dans cette phase de mondialité absolument incroyable que nous vivons au courant de cette année 2020 qui s'achève, je voulais échanger avec vous. Donc l'idée, c'était de partir un peu sur cette pandémie qui a affecté l'humanité dans son entier et qui m'amène déjà à un premier constat en lien avec vos travaux. Vous vous rappelez que nous avons, voilà, vos livres travaillent de différents aspects, approchent de différents aspects cette question de l'importance du capitalisme dans nos sociétés, dans nos vies, à travers les différentes cultures existant au sein de la planète. Et voilà, le fait que vous travaillez sur la dimension théologique n'est pas, voilà, n'est pas anodin, c'est une force incroyable, quasiment totipotente que le capitalisme, que l'on décrit, que l'on subit, voilà, qui nous transforme. Euh, et, et ce qui me frappe dans ce qui s'est joué la pandémie, c'est celle, ma première question, c'est une observation concrète. C'est qu'on avait l'impression que justement parce que l'humanité est engagée dans une croyance dans le libre marché, dans la consommation infinie, que c'est quelque chose, disons, modifier ce cours mondial, hein, ce devenir mondial, relevé presque d'un acte théologique. Il faudrait des prophètes voilà, pour briser les idoles, parce que c'est au niveau des croyances, au niveau de nos pulsions que nous avons que le capitalisme poursuit son devenir et augmente son emprise sur l'humanité et sur la planète Terre, déjà comme notre seul contour. Et le fait qui m'a paru vraiment, voilà, qui me paraît extrêmement important, c'est que avec cette pandémie que nous n'avons pas vu venir, voilà, en quelques semaines, ce qui relevait de l'impensable, c'est-à-dire réduire les activités économiques, etc. Enfin, on a carrément, en quelques jours, on a mis à l'arrêt le fonctionnement économique de la planète. Donc, on a fait la démonstration que, d'une certaine manière, voilà, au courant du mois de mars, entre février et mars, qu'il était possible d'arrêter cette machine voilà, sans fin. Alors, évidemment, le monde s'est mis en pilote automatique. Tout ne s'est pas arrêté, puisque voilà, le télétravail, enfin, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place pour assurer un minimum. Mais enfin, force est de constater que sur le plan économique, nous avons réduit considérablement la voilure. Et plus que ça, avec aussi les drames que cela va générer, des faillites, les pertes d'emploi, des gens qui perdent, voilà, qui n'ont plus les moyens de se loger, de se nourrir un peu partout dans les différents pays. Mais ma première question que je voulais vous poser, c'est, voilà, que vous inspire ce fait qu'on a pu arrêter d'une certaine manière ce fonctionnement, ce déchaînement de la machine capitaliste au niveau mondial? Et je pense que ça s'est arrêté parce qu'on a été obligé d'arrêter. Sinon, on envoyait à la mort, c'est-à-dire à la contamination, des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens. Et donc, c'est
présence brutale de la mort qui avait été évacuée de notre horizon, qui a fait que devant l'image de la mort, on est obligé de reculer, de se mettre de côté, d'arrêter, etc., etc. Alors à partir de là, bon, il s'en est ensuivi toute une série de réflexions, et beaucoup de réflexions finalement relativement optimistes, en disant, vous voyez, c'est possible. Donc on peut arrêter les industries les plus polluantes, on peut faire en sorte que le cours du monde devenu fou, avec tout ce que ça entraîne au niveau des changements dans les équilibres fondamentaux écologiques, les paramètres écologiques du monde, on peut agir sur ceci, et il est certain qu'après cette crise, nous allons le faire. Voilà donc un type de discours qui est extrêmement présent dans beaucoup de milieux, pas seulement des milieux écolos, pas seulement des milieux dits progressistes, mais aussi dans des milieux qui sont les milieux du pouvoir politique. On a promis, par exemple, je pense à certains discours en France, qu'ensuite on allait penser les choses autrement, les systèmes de santé autrement, qu'on allait voir l'avenir autrement, on allait relocaliser ce qui avait été délocalisé, ce qui avait amené tellement de problèmes. Le fait qu'un certain nombre de pays comme Suisse, Belgique, France, il n'y avait pas de masques, des masques en papier, et on a été sans masque en papier. Vous savez ce que c'est qu'un masque en papier? C'est du sopalin, c'est du papier toilette amélioré, et c'est rien en fait. Et on n'avait pas ça dans les pays les plus développés du monde, ce qui est quand même une aberration incroyable. Il a fallu attendre des semaines, voire des mois, pour retrouver, donc pour avoir enfin des masques. Et donc, après donc, des phénomènes comme ceci, on s'est dit que donc on allait revoir les choses autrement, pour relocaliser dans les pays ce qui avait été délocalisé ailleurs, par exemple en Chine, en Inde, etc., et qu'il allait s'en suivre un grand chambardement dans l'économie qui allait réorganiser un peu donc la vie productive, la vie économique et la vie sociale. Alors ça a été un discours de promesse qui s'est tenu à peu près à tous les niveaux. Et il se trouve que beaucoup de gens sont encore là-dedans, donc élaborent des projets optimistes pour l'après. Alors, au risque de décevoir les personnes qui vont nous écouter, je ne crois pas du tout à ce discours, pas du tout. Nous avons un précédent d'une crise majeure, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, avec la crise financière de 2008. La crise financière de 2008 a été créée par une ingénierie financière qui a inventé des produits nouveaux, qui donc a permis à des gens qui n'avaient pas d'argent d'emprunter de l'argent pour acheter, c'était aux États-Unis, des appartements très chers. Avec l'idée que, de toute façon, même s'ils s'endettaient beaucoup, dans 2 ans plus tard, leur appartement, leur bien, puisque l'hypothèse était l'hypothèse haussière permanente, allait être évalué à 2 fois le prix qu'ils l'avaient acheté. Donc, c'était pas grave de s'endetter, même avec des techniques d'endettement un peu lourdes. C'était en l'occurrence les subprimes. Subprime, c'est prêter de l'argent à des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des biens qu'ils ne peuvent pas payer, mais qui leur promet donc l'avenir radieux de s'engager dans le cycle de la propriété, de l'expansion et de la permanence. C'est-à-dire le rêve, en fait, le rêve du capitalisme, qui est vous êtes pauvre et nous on vous promet que vous allez devenir riche. Voilà, il y a une promesse. Une promesse faite dans l'immédiat, dans les 2 ans qui viennent. Si vous achetez notre produit, notre subprime, si vous le consommez, vous allez devenir riche, et donc à partir de là, tout est possible.
Euh, ces belles promesses se sont effondrées quand, comme toujours, dans la formation de bulles financières, la bulle grossit et le prix réel de ce qu'on vend se déconnecte considérablement du prix demandé sur le marché. Il n'y a plus de rapport entre le prix réel et le prix demandé sur le marché. Donc, à partir de ce moment-là, les choses ne se vendent plus. Et si vous avez acheté un bien dans ces conditions, la promesse de le vendre 2 fois plus cher dans 2 ans s'effondre, puisque la perspective haussière s'arrête et on entre dans une perspective, au contraire, de dégonflement de la bulle immobilière. Et à partir de là, donc, il y a eu des dettes considérables dans les industries financières, dans les banques en général, et parce que les gens n'arrivaient pas à rembourser cet argent qu'ils avaient emprunté et qui leur permettait un avenir mirobolant. Comme il y a eu des dettes, il a bien fallu faire quelque chose de ces dettes. Et là, deuxième invention d'un produit dérivé financier, on a titrisé ces dettes, c'est-à-dire qu'on a transformé en avoir le contrat d'un avoir, ce qui était une perte. Et donc, on a présenté des bilans de banque avec des avoirs faux, puisque gonflés par des choses qui n'étaient pas des avoirs, mais au contraire de l'argent définitivement perdu, des dettes. Et on les a revendus à d'autres banques, etc. etc. C'était donc la fameuse notion d'avoir toxique. Donc, les banques ont été saturées d'avoir toxique. Et donc, quand tout ça est arrivé à un niveau de crise invraisemblable, donc tout a été grippé, les banques se sont effondrées les unes après les autres comme des châteaux de cartes. La crise a gagné l'ensemble de la planète et donc des voix se sont élevées pour dire ça plus jamais, je dirais comme aujourd'hui, ça plus jamais. Ce qui a amené donc la crise financière, plus jamais, comme ce qui a amené donc la crise sanitaire, plus jamais. Et on s'est aperçu que 2 ans plus tard, les responsables de la crise étaient toujours en place. Non seulement étaient toujours en place, mais au lieu d'avoir été sanctionnés, je pense aux banques, Goldman Sachs, etc., bon, toutes ces banques qu'on connaît bien, qui ont été à l'origine donc de ces produits extrêmement douteux, toxiques, se sont retrouvées renflouées par de l'argent public. Et donc, ça, c'était l'intervention aux États-Unis de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui est en principe un organisme d'État, mais qui est un organisme d'État qui est tenu entièrement par le secteur néolibéral, par la pensée néolibérale, et qui ont appliqué au cœur de l'État américain donc les préceptes du néolibéralisme, c'est-à-dire le marché, toujours le marché, nous serons sauvés par le marché. Quand le marché s'est effondré, on a pris de l'argent chez les contribuables et on a renfloué donc ces banques. Ces banques sont aujourd'hui maintenant infiniment plus riches qu'en 2008. Donc on sait ce que valent les promesses après des crises gigantesques qu'on présentait cette crise de 2008 comme une crise aussi dévastatrice que la crise de 1929. Bon. Comme rien n'a changé, au lieu de nationaliser, par exemple, ces banques et d'installer une instance de régulation, de braves gouvernements de gauche aux États-Unis, Obama, par exemple, a continué exactement sur le même régime qu'auparavant. Et du coup, donc, ces secteurs bancaires qui avaient à leur actif donc cette fraude gigantesque qui avait ruiné le monde, s'est trouvé considérablement enrichi et les États, c'est-à-dire la puissance publique, considérablement affaiblis, puisqu'à partir de là, c'est en suivi ce qu'on a appelé donc la dette souveraine des États, depuis 2008, est considérable dans tous les États du monde. Ce n'est pas la crise actuelle qui va arranger la dette souveraine des différents États dans le monde et en Europe en particulier, puisqu'on est obligé maintenant de dépenser beaucoup d'argent pour soutenir artificiellement toute une série d'activités qui, du fait de la crise sanitaire, sont en train de s'effondrer. Bon. Alors,
comme ce sont toujours les mêmes et les mêmes puissances qui sont toujours au pouvoir, il est hors de, je dirais qu'il n'est pas possible de penser que cette nouvelle crise va amener des choses différentes que ce que la crise précédente a permis. Ce à quoi on va assister, c'est à une redistribution des cartes à l'intérieur de l'ensemble capitaliste. Et ce qui va tirer son épingle du jeu, c'est évidemment le capitalisme financier, qui va pouvoir racheter donc pour rien toute une série d'entreprises boiteuses. C'est le tech capitalisme, puisque le tech capitalisme, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les GAFA par exemple, qui ont marché à plein régime à l'occasion de la crise sanitaire, puisque toutes les autres activités étaient arrêtées, sauf donc l'économie numérique, avec donc Google, Amazon, etc., enfin, les GAFA ou les GAFAM, vont sortir considérablement renforcés de ce jeu et vont pouvoir donc agglomérer autour d'eux des forces qui jusqu'alors leur échappaient. Donc on va assister à une concentration puissante du capital et à la formation d'une couche encore plus étroite de plutocrates, je ne sais pas combien dans le monde, 100, 200, 500, je ne sais pas, qui vont concentrer des pouvoirs considérables dans le monde à l'occasion de la crise, puisqu'ils se seront renforcés et ils vont pouvoir racheter tous leurs concurrents pour presque rien. Donc, je pense qu'il ne faut pas rêver. On peut avoir de très bonnes intentions, mais cette crise-là va amener de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la concentration des capitaux avec toutes les conséquences qui sont des conséquences économiques, avec des effondrements d'un certain nombre de secteurs qui seront jugés plus rentables, donc on va les abandonner, avec concentration des secteurs rentables, des conséquences sociales. En France, par exemple, on pense qu'entre 20 et 25% du secteur économique est profondément affecté par les effets de la crise sanitaire. Ça veut dire qu'il y aura extension considérable du chômage, et donc qu'il va y avoir des problèmes sociaux en chaîne, avec des gens qui ne pourront plus payer leur emprunt, qui vont avoir du mal à se loger, etc., etc. Donc, je veux bien que des bons esprits imaginent un avenir radieux après cette crise, mais les conditions objectives, c'est-à-dire ceux qui détiennent le nerf de la guerre, ne vont pas du tout aller dans ce sens-là, mais en vont en profiter, puisque ils se pensent comme les sauveurs de ce monde, pour concentrer considérablement leur pouvoir. Alors ça, c'est au niveau donc, financier, au niveau économique, au niveau social, mais même au niveau sanitaire. Au niveau sanitaire, certes, nous avons maintenant enfin des vaccins, mais je lis beaucoup d'avis de gens qui sont dans la partie, épidémiologues, immunologues, bon, qui se disent qu'un vaccin élaboré en 6 mois, ou des vaccins élaborés en 6 mois, ne présentent pas du tout les mêmes garanties, un, d'efficacité et deux, de risque à moyen terme et à long terme, que des vaccins sur lesquels nous avons un recul de 6 à 8 ans, qui était le temps de fabrication usuel d'un vaccin. Par exemple, c'est la première fois qu'on a ces vaccins à ARN. Et on ne sait pas au juste ce qu'à long terme ça peut donner. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences de ce point de vue sanitaire tragique et dramatique, mais on ne sait pas non plus de ce point de vue-là ce que ça peut donner. Donc, si vous additionnez ces différentes dimensions financières, économiques, sociales et sanitaires, je pense que le monde tel qu'il se profile dans les prochaines années risque d'être un monde encore plus tragique et plus dur que celui dans lequel nous sommes. Pourquoi ? Parce que ce monde est entièrement dominé par ce que j'ai appelé, on peut appeler ça d'une autre façon,
vous avez évoqué le travail que je fais sur le théologique, mais j'ai appelé ça le divin marché. Le marché va tout résoudre. Le marché va tout résoudre. Et ceux qui ont pensé le divin marché, c'est-à-dire l'école de Chicago, Hayek, Friedman, etc., qui dominent totalement donc toute la pensée économique aux États-Unis, tout le secteur financier, toutes les universités d'économie et facultés d'économie aux États-Unis, eh bien, toute cette école de Chicago qui domine encore maintenant pense que c'est dans le marché que la solution se trouve, tout en disant qu'il ne faut absolument pas toucher et tenter de réguler quoi que ce soit au marché, parce que le marché est une instance supérieure, donc une instance quasi divine. Vous parlez, Adam Smith, de la main invisible du marché qui harmonise tous les intérêts privés. Et bien là, on a affaire à une espèce d'instance divine sur laquelle il ne faut absolument pas avoir quelque emprise que ce soit. Il faut absolument laisser faire le marché. Et si on ne laisse pas assez faire le marché, alors il faut faire en sorte que les instances politiques, celles donc qui existent maintenant, fassent toute la place pour que on laisse faire entièrement le marché. Donc on assiste aussi au plan politique à un renoncement complètement devant les exigences du marché. Il faut absolument que toutes ces exigences passent, quoi qu'il en coûte, comme on a dit, et quoi qu'il en coûte, c'est souvent donc l'extension d'une précarité dans le monde, y compris dans les pays développés. Et je pense que déjà un pays comme la France est en train de se préparer aux conséquences sociales probablement explosives de cette extension de la précarité en France. Je veux dire qu'on a eu des lois comme la loi de sécurité globale qui prévoit l'intégration de toutes les polices, le renforcement des pouvoirs de la police, l'intégration de toutes les polices, je veux dire la police nationale, les polices municipales et les entreprises de sécurité privées, ce qui donnerait donc en France environ une armée de 500 000 personnes, ce qui est considérable, chargée du maintien de l'ordre. Pourquoi fait-on ça, à votre avis? Parce qu'on prévoit que l'avenir peut être relativement explosif. Alors voilà la situation telle que je la vois, qui essaie de combiner donc des éléments sur la crise actuelle et la façon dont elle est envisageable dans son proche avenir. C'est-à-dire, ce n'est pas rose. Je crois qu'on va vers, non pas, comme on le disait, vers des jours heureux. Vous savez que ça a été repris dans un discours présidentiel, qui était le nom du programme de la résistance après 1945 en France. Nous n'allons pas vers des jours heureux, mais nous allons vers des jours extrêmement sombres. Je m'en désole considérablement. Et ce qui me désole, c'est que ce n'est pas bien perçu et donc il n'y a pas de plan alternatif. Je ne vois pas d'alternative crédible contre cette puissance dévastatrice actuelle qui est en train de reconfigurer de façon de fond en comble les sociétés, avec l'idée donc qu'il n'y a que la débrouille personnelle, il faut admettre la fin de toutes les formes de solidarité, essayer de se débrouiller de façon personnelle. Et voilà, donc, c'est pas un horizon tenable. Donc voilà, je suis fort pessimiste, à vrai dire. Oui, c'est-à-dire que dans cette phase de très grande incertitude, l'incertitude règne vraiment sur toutes sortes d'aspects, y compris par exemple sur le moyen de lutter contre ce virus, parce que certains pensent que même la voie méthodologique d'un vaccin ne peut pas
ne peut pas être efficace. Et bon, vous avez évalué aussi les risques d'un vaccin qui serait proposé. Bon, plusieurs vaccins maintenant sont en train de voir le jour, mais enfin, nous n'avons pas la distance pour voir justement, de faire les tests, etc., pour voir s'il y a des vaccins qui sont dangereux, etc. Donc même sur ce volet de la manière dont on devra de combattre ce virus voilà, ou de résorber, disons, cette épidémie. Enfin, l'incertitude demeure, mais ce qui semble chez vous, voilà, certain, c'est que nous allons vers un monde, vers le, voilà, un monde pire. Du fait que voilà, vous décrivez une concentration économique. D'ores et déjà, au début du 2020, l'ONG britannique Oxfam publiait des chiffres édifiants. Bon, moi, j'en retiens qu'un seul, mais que 1% de la population mondiale détient 2 fois plus de richesses que 90% du reste de la population. Vous avez évoqué la question de la crise financière. On a effectivement on s'était promis voilà, de tirer les conséquences de cette crise et de changer. Et ce que le rapport Oxfam a montré, c'est qu'en fait, les richesses, en fait, les gens qui sont actifs dans ces milieux financiers ont augmenté leurs richesses. Et parmi ces gens les plus riches, la plupart sont dans des situations soit de monopole, donc comme dans le cas des GAFA que vous avez, de monopole ou de népotisme ou voilà, de situations ou d'héritage. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont hérité de leurs parents, voilà, une fortune considérable. Et donc, cette inégalité semble se poursuivre avec cette crise, selon vous. Alors, justement, ce triomphe du numérique aujourd'hui, justement, consacre non seulement les GAFA, mais voilà, un certain nombre d'opérateurs numériques, mais via le numérique aussi, puisqu'on fonctionne en sorte de pilote automatique, s'est instauré progressivement aussi, normalement pour combattre l'épidémie, un régime de restriction de nos libertés, en n'ayant pas peur du mot. Donc on l'a fait évidemment pour les citoyens un peu partout, ne se sont pas révoltés, se sont prêtés, voilà, à la discipline qui était nécessaire, au confinement. Mais enfin, on a vu aussi que petit à petit, un certain nombre de signes qui montraient qu'on allait vers un retour très autoritaire, y compris dans les démocraties libérales. De plus en plus, nous sommes en train de nous diriger vers un régime d'ordre régi par le numérique, c'est-à-dire le numérique, il contrôle, il surveille, il manipule aussi, c'est lui qui diffuse les fausses vérités, les fausses nouvelles, des discours aussi de rejet, des discours de haine. Enfin, nous sommes un peu conduits comme, voilà, un peu de manière grégaire. Et alors, Michel Foucault avait décrit ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires à partir de son étude au XVIIe siècle sur des formes voilà, l'école, la prison, l'hôpital, etc. Il voyait une forme de panoptique se mettre en place, l'internat, enfin, voilà. Et il décrivait, voilà, l'émergence de sociétés disciplinaires. Dans les années 80, Gilles Deleuze déjà voyait dans les débuts du numérique l'avènement des sociétés de contrôle en disant qu'avec le numérique, même en système ouvert, voilà, on pouvait contrôler les individus et qu'il évoquait déjà en 1987 le télétravail comme une forme voilà, de garder, de contrôle des gens, mais depuis lors, depuis l'époque de Gilles Deleuze et des sociétés de contrôle, il y a eu le 11 septembre, et donc la sécurité est devenue une notion qui prime dans les relations internationales, bien avant la solidarité, le développement humain, ou toutes sortes le sécuritaire aujourd'hui. Au nom du sécuritaire, voilà, on peut avancer énormément de choses, la lutte contre le terrorisme, et ce virus est présenté aussi comme un risque sécuritaire, c'est-à-dire la lutte est présentée presque comme un peu le 11 septembre, c'est-à-dire cette mobilisation
Et voilà, nous avons une dérive inquiétante avec ce règne du numérique, cette information qui nous surveille. Et donc, que vous inspire ce couplage entre d'un côté voilà, un libéralisme qui concentre de plus en plus de richesses, qui devient voilà, vous mettez une minorité de plus en plus petite de gens voilà, qui accumulent du pouvoir et du pouvoir économique, et ce couplage avec cet autre volet d'une manière de diriger les populations, enfin, voilà, de manière de plus en plus rigide. C'est moi ce que j'appellerais des sociétés sécuritaires, où le contrôle à travers enfin, voilà, le contrôle de l'information, le pistage. Alors, big data, je m'excuse, mon commentaire est un peu long, mais ceux qui géraient les produits financiers toxiques de la crise de 2008 se sont rabattus dans la gestion des big data. Et depuis 10 ans, justement, ces grands opérateurs donc, utilisent les données que nous produisons, qui nous appartiennent, et sur lesquelles ils ne sont pas taxés, et sur lesquelles ils tirent des profits considérables, pas simplement sur des manières des revenus publicitaires, mais ils vendent des systèmes de prédiction de nos comportements. C'est-à-dire que nous sommes surveillés à ce point-là. Et voilà, est-ce que ce capitalisme peut fonctionner, voilà, avec un ordre sécuritaire aussi rigide? Et donc, disons, nous serions, disons, la pandémie nous donnerait à voir, disons, la première version, la version 1.0, par exemple. Écoutez, je pense que ce capitalisme ne peut fonctionner qu'avec un renforcement de toutes ces mesures, qui sont les mesures de contrôle policier direct et les mesures de contrôle des populations indirectes par toutes les voies numériques. Bon. Pourquoi? Parce que plus ça se concentre, plus donc la précarité, la flexibilité, les difficultés multiples et diverses se répandent dans la population, plus cette population risque d'être indisciplinée et donc de demander un certain nombre de comptes. Donc il faut tout vérifier. Et je crois que le développement du numérique, justement, qui a été encore accru du fait de la crise sanitaire, puisqu'on est obligé de passer, comme nous le faisons maintenant, par l'Internet pour se parler, pour faire ses courses, pour avoir de l'information, pour donc tout ce qui était autrefois possible d'un point de vue direct, dans des échanges directs, avec des gens en face à face. Donc tout ceci a été rendu presque impossible par la crise, ou au moins extrêmement réduit. Et donc on a été obligé de passer par le numérique. Or, dans le numérique, tout est nécessairement, puisque c'est numérique, contrôlé. Tout ce qui passe est absolument contrôlé. Dans votre téléphone portable, qui est un instrument merveilleux parce que vous promenez dans la rue, vous appelez, vous êtes chez vous, vous appelez votre copain à l'autre bout du monde, donc vous pensez que c'est la liberté. Mais votre téléphone borne, c'est-à-dire il est mis en relation avec quelque chose qui vous met en contact. Dans le bornage, tout est nécessairement enregistré pour alimenter tout ce qui est de l'ordre de ce que vous dites. Vous appelez les data, les big data, qui contiennent toute une série d'informations sur qui vous appelez, avec qui, combien de fois, de quoi vous parlez. Il y a des façons maintenant de numériser, y compris les flots écrits, discursifs et de paroles, qui fait que on sait numériser toutes les transactions qui sont les transactions par par lien Internet, numériser les transactions qui sont les transactions au sens de l'oralité, de l'écriture, etc. Tout est lisible, tout est devenu lisible avec le numérique. Donc toute une série d'activités qui autrefois étaient des activités libres, personne, à part votre ami, ne les
ne les utilisez sauf pour réfléchir si vous lui dites quelque chose d'intéressant. Là, au contraire, tout ce que vous faites pourra donc servir à alimenter toute une série de réseaux qui sont des réseaux de contrôle direct des activités humaines et de contrôle par le marché, de façon à ce que le marché vous offre les objets, les produits et les services qui sont supposés vous manquer. Et donc, puisque vous en avez fait état dans votre conversation, dans un message, dans un mail, etc., combien de fois il arrive, par exemple, on me disait encore hier, ici au Brésil, quelqu'un qui disait, j'ai fait une conférence, comme nous faisons une conférence maintenant, j'ai parlé de ceci, 2 jours après, je reçois sur mon email la proposition exacte du livre dont j'avais parlé sur le réseau avec d'autres. Donc, la puissance du marché est telle qu'elle peut quadriller l'ensemble des relations humaines pour à chaque fois s'infiltrer et proposer produits, services, objets qui sont supposés correspondre à ce que vous êtes supposé vouloir. Donc voilà 2 dimensions, par exemple, du contrôle. Non seulement le contrôle qui est le contrôle, je dirais, policier indirect, par le fait qu'on sait où vous êtes tout le temps, ce que vous dites toujours et à qui vous parlez, et ce dont vous êtes en train de parler, qui pourrait faire l'objet d'une proposition de la part du marché qui viendrait débarquer par un de ces réseaux dans lesquels vous êtes, parce que vous avez des portables, vous avez de l'Internet, vous avez de la télévision, qui pourrait à tout moment donc vous proposer les objets dont vous êtes supposé manquer. Alors voilà, donc je pense que nous sommes dans une société totalement quadrillée, et il faudrait même ajouter peut-être à ça un autre volet qui a à voir avec donc le fait que toute une série d'incommunications passe maintenant par ce qu'on appelle les réseaux dits sociaux, qui sont, à mon avis, hautement asociales, puisqu'ils tuent les relations sociales effectives, et on appelle quand même cela des relations, des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. Comme ces réseaux sont constitués, on ne le sait pas assez, mais souvent à des endroits de réception de la discursivité multiple qui passe par ces réseaux, par ce qu'on appelle des bots, chatbots, robots, mais c'est chat puisque on parle, donc c'est des robots de parole qui donc peuvent vous soutirer toute une série d'informations avec ce que vous dites, avec la façon dont vous interagissez, par exemple sur Facebook ou sur les autres réseaux qui emploient ce système. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton j'aime, I like, c'est qu'est-ce qu'il aime, quoi, sur quoi ça se porte, etc. On sait maintenant qu'avec une vingtaine de j'aime qui ont été enregistrés par vos clics sur l'ordinateur ou sur votre téléphone portable, on cerne à peu près le type de personnalité que vous êtes. Avec 80 j'aime, appuyez sur le bouton j'aime, on en sait autant que vous, que votre compagnon ou votre compagne. Avec 120 ou 150 j'aime, on en sait infiniment plus que vous, que les parents, que les personnes qui sont les plus proches de vous, et on peut anticiper votre comportement. Et quand vous appuyez sur le bouton j'aime, vous le faites simplement pour vous exprimer. Vous dire, ah bah oui, ça m'intéresse beaucoup, et donc vous le faites innocemment. Or, les bots, chatbots, enregistrent ceci, et donc cernent le type de personnalité que vous êtes, même des types de personnalités clinico-sociologiques, et donc vont pouvoir anticiper vos réactions et vous fournir donc toute une série de supposées informations, ou même des fake news, qui vont pouvoir influencer votre comportement. Je rappelle que je suis au Brésil,
la dernière élection présidentielle au Brésil s'est présentée comme ça. C'est-à-dire que des gens recevaient jusqu'à 500 messages par jour par WhatsApp, envoyés par des chatbots, pour donc leur indiquer toute une série de révélations et qui allaient donc pouvoir permettre d'orienter, c'est-à-dire de piloter à distance leur comportement et leur point de vue et finalement leur vote. Bon, donc il faut savoir en plus que dans ces réseaux sociaux, donc 30 à 40% des conversations que vous pouvez avoir avec d'autres, qui sont d'autres comptes, sont des conversations que vous avez avec de faux interlocuteurs qui sont des robots. Des robots qui enregistrent tout ce que vous pouvez raconter. Et les robots disent n'importe quoi. Vous avez vu la bouillie, par exemple, informationnelle, qui est servie sur les réseaux sociaux. Alors ça a été théorisé très bien par donc l'ancien patron, qui était l'ancien directeur de campagne de Trump en 2016, qui s'appelle Steve Bannon, qui il faut saturer le réseau informationnel de shit, de merde. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous saturez avec du n'importe quoi, les gens ne savent plus du tout où ils en sont et vous pouvez les faire agir comme vous voulez qu'ils agissent. Donc, il y a une saturation par du n'importe quoi et ce n'importe quoi, c'est les chatbots qui, donc sur les réseaux sociaux, qui le diffusent et qui font que on se retrouve là où on veut s'exprimer, là où on veut exprimer son point de vue, puisqu'on n'a plus beaucoup d'autres lieux pour exprimer son point de vue, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, environnés de cette espèce de saturation de n'importe quoi informationnel, qui génère tout aussi bien toute une série de comportements extrêmement violents, puisque les gens se retrouvent seuls devant leur machine, vont pouvoir avoir des vengeances imaginaires sur des responsables imaginaires de tel et de tel mot, et vont pouvoir déverser toute leur haine et devenir des parfaits petits terroristes sur leur machine, planqués derrière les messages qu'ils envoient derrière les réseaux sociaux. Et donc, je pense que, alors, pendant tout un temps, évidemment, le terrorisme, on a dit le terrorisme, c'est l'islamisme, etc. Mais je crois qu'il y a une démocratisation du terrorisme. C'est plus maintenant du tout l'islamisme qui est en cause. C'est chacun peut devenir un parfait petit terroriste, tirant des vengeances imaginaires contre un tel ou tel, planqué derrière sa machine, dans les réseaux sociaux qu'il emploie. Et donc, ce qui, du point de vue de la discursivité sociale, je suis philosophe et donc je m'intéresse quand même au discours, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens racontent, la doxa, comment ils forment leurs opinions, qu'est-ce qu'on peut penser du cours du monde, etc. etc. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les gens sont de plus en plus perdus et dans les formes mêmes de la discursivité, et donc se réfugient non plus sur, vous avez tout à l'heure évoqué, je ne sais plus si c'était avant que vous enregistriez ou pas, mais la notion d'universalisme. Ben oui, il y a une communauté humaine, il y a une commune humanité, donc c'est ça l'universel. Donc il y a une dimension universelle dans la discursivité qui fait que n'importe qui peut arriver et développer des arguments qui peuvent être extrêmement intéressants, que vous devez entendre et vous devez répondre, etc. Bon, c'est en fait ce qui se passe dans des, par exemple, lieux où autrefois ce savoir de la discursivité, cette élaboration discursive sur la pensée humaine, la pensée sociale, pouvait se faire dans les universités, par exemple. Dans les universités, on était là pour... J'étais prof pendant longtemps, vous êtes souvent à l'université, vous le savez très bien, pour essayer de comprendre le monde et de déployer, d'entendre les arguments qui forment vos propres arguments, et qui forment des avis que vous allez ensuite envoyer et qui sont sujets à l'objection. On peut vous objecter, et si quelqu'un vous objecte quelque chose d'intéressant, votre devoir c'est d'écouter.
Et de vous dire, ah, j'ai peut-être fait une erreur en disant ceci, parce que quelqu'un qui n'est pas bête m'objecte, que je ne connais pas, m'objecte ceci. C'est ça le régime même de la discursivité. C'est ce régime de la discursivité qui est en train de disparaître avec les réseaux sociaux. Parce que chacun est installé derrière son ordinateur, n'écoute pas ce que l'autre dit et déverse les invectives à l'égard de l'autre. Donc il n'y a plus de commune humanité et il n'y a plus que des gens qui sont réfugiés sur des critères qui sont des critères devenus ou redevenus biologiques. Donc on n'est plus dans l'universalisme de la discursivité, on est dans un retour du biologique. Il faut être. Alors, si vous êtes blanc, vous pouvez dire ceci. Si vous êtes noir, vous devez dire cela. Si vous êtes homme, c'est ceci. Si vous êtes femme, c'est cela. Si vous êtes de telle confession religieuse, c'est ceci et c'est cela. Et donc, vous êtes réfugié sur des critères biologiques ou sexistes ou sexologiques, par exemple votre type de sexualité, si vous êtes hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, va vous fonder à tenir un discours. Et donc, tenir un discours qui fait que vous n'avez plus besoin d'écouter les autres, puisque vous n'avez plus besoin que de développer votre propre discours, hanté sur ce critère racial ou biologique. Donc on est dans une sorte de tournant discursif extrêmement grave, puisqu'on perd cette discursivité qui était la nôtre, dans laquelle nous avons été formés depuis les Lumières, pour se replier sur un certain nombre de critères qui sont des critères raciaux, racialistes, sexistes, sexologistes, religieux au sens étroit du terme, chacun enfermé dans sa vérité religieuse. Et donc voilà, c'est ça les réseaux sociaux, et qui fait que plus il y a de messages envoyés, moins ça débat. Moins ça débat. Et donc ce qu'on appelle, c'est on appelle à faire taire l'autre, plus à discuter avec lui, on appelle à être reconnu pour soi, on appelle à ce qu'on me reconnaisse, mais pas à ce que moi je reconnaisse l'autre et que je discute avec lui. Ça, c'est une époque révolue. Et je trouve qu'on est dans un tournant dans la discursivité humaine avec ces réseaux sociaux, justement, qui ont été si utilisés pendant la crise, sur laquelle il faut absolument maintenant s'interroger. Alors, Dany, c'est effectivement, vous me donnez l'occasion de vous demander votre avis, puisque vous êtes aussi spécialiste aussi des questions des sciences de l'éducation. Donc, ça me permet de vous poser une question qui me paraît importante par rapport à un certain nombre de discours qui se propagent. Et le plus grand nombre est devenu subit une répression, voilà, un régime, un ordre sécuritaire, voilà, un autoritarisme, constate des inégalités croissantes, subit, enfin, voilà, perte de travail, baisse du niveau d'achat, du pouvoir d'achat, etc. Voilà, renforcement d'un capitalisme financier, etc. Et donc, grande mission, dans ces réseaux sociaux, un peu partout, on a une grande méfiance vis-à-vis des pouvoirs, une grande impuissance à pouvoir transformer en acte politique des mouvements un peu auxquels on a assisté depuis une dizaine d'années, du printemps arabe, le printemps érable, Occupy London, un peu partout dans le monde. On a eu cette jeunesse bien formée, etc., qui, de manière pacifique, très consciencieuse, a voulu changer les choses, mais ça n'est ça ne s'est pas traduit politiquement. Et donc, très grande méfiance. Et dans le numérique, il y a propagation de toutes sortes vous parliez de bouillie d'infos, qui, justement, c'est très important ce que vous dites, qui est en train de transformer le régime de discursivité, puisque grande méfiance vis-à-vis des pouvoirs, et en même temps, propagation de discours de haine. Vous ouvrez les chaînes d'information, vous avez des discours de haine qui s'affichent, des intellectuels médiatiques qui extrême droitisation des opinions. Donc, on a le numérique ce régime discursif dont vous parlez, il polarise, il radicalise, et on n'a plus l'impression qu'autour de la table, vous avez une palette d'opinions différentes. C'est ce que vous décrivez comme le côté biologique, sexologiste, racialiste, raciste, etc. Ça pourrait donner à penser que ces différentes expressions traduisent un pluralisme, mais en fait, non, c'est une polarisation.
ou vous êtes avec moi ou vous êtes contre. Il n'y a pas, il n'y a pas une déclinaison. Pour aller dans votre sens, je pense que c'est une logique de ghetto qui se met en place. Il y a des ghettos multiples, Voilà. qui sont enfermés les uns sur les autres, et donc qui ont leur lieu de fabrication d'éléments de langage contre les autres ghettos, qui ont aussi leur lieu de fabrication d'éléments de langage contre les autres ghettos, mais il n'y a plus cette circulation de la pensée, cette interpellation, cette écoute. Il y a la constitution d'un certain nombre de ghettos. Et ça, effectivement, c'est donc extrêmement dommageable pour la commune humanité, pour le lieu commun de l'humanité, au sens, pas de lieu commun, au sens de lieu extraordinaire de l'humanité, qui est la discursivité. Voilà. Alors justement, il y a un point sur lequel je voudrais avoir votre avis, votre éclairage, c'est que justement dans ce cadre de méfiance, ces ghettos, on voit apparaître aussi des discours, non seulement de haine, de rejet, de discrimination, etc. Voilà, mais il y a aussi une alternative qui est proposée à des gens face au pouvoir, des explications, face aux récits consacrés, face aux récits dominants des médias. Nous avons aussi ces discours qu'on peut reléguer sous conspirationnisme, complotisme, etc. Enfin, voilà, qui pointe sur, voilà. Mais oui, tout ça a été connu d'avance. Voilà, on sait qui. Alors on met l'accent sur un complot, voilà, par exemple Bill Gates, Soros, etc. Voilà, prolifération de vidéos qui prétendent donner des explications, etc. Donc, ces discours complotistes touchent, c'est ça qui me frappe. On pourrait croire que ça touche des gens qui ne sont pas instruits, etc. Mais il y a des universitaires qui adhèrent à ces thèses et qui disent, vous, derrière le complotisme, bon, il y a aussi des complotistes, des complots d'État ou des visions complotistes d'État qui mettent en avant aussi, les discours complotistes mettent en avant, par exemple, un complot juif ou sioniste. Voilà, le gouvernement mondial, ça serait Jérusalem, la monnaie mondiale, l'effondrement du dollar, ça profite à Tel Aviv et des choses comme ça. Mais vous avez aussi des discours complotistes d'État qui vous disent la bête musulmane, c'est elle qui est en train de menacer le grand remplacement, etc. Qu'on soit d'accord. Vous avez aussi, vous avez des gens, des gouvernements qui émettent aussi des visions un peu complotistes. Comment, je veux dire, justement, pour sauvegarder une discursivité qui a des millénaires, qui a pris des millénaires pour se façonner à travers les différentes cultures grecques, chinoises, perses, arabes, latines, etc. Enfin, comment réagir par rapport à la propagation de ces pas simplement des fausses nouvelles, mais des théories qui prétendent, des théories qu'on relève du régime conspirationniste ou complotiste. Qu'est-ce que vous diriez pour voilà, comment on réagit par rapport à cet autre danger? Oui, écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le complotisme. J'ai pas le temps de développer maintenant, mais que je développe dans un livre qui va sortir à la rentrée de septembre prochain en France, notamment le fait que la naissance du discours, l'identification d'un discours complotiste a été fait d'abord par des penseurs néolibéraux, après la guerre de 1945, et notamment par un logicien, par ailleurs un grand logicien, qui s'appelle épistémologue, qui s'appelle Karl Popper, que vous connaissez, qui a écrit en 1945 un livre qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Oui, j'ai fini le deuxième tome cet été. Voilà. Alors, il désignait un certain nombre de penseurs qui n'ont cessé de comploter contre la société ouverte. Alors, au premier, c'était Platon, ensuite il y a eu Hegel, ensuite il y a eu Marx. Bon, alors, donc, c'était, disons, une dénonciation encore de bonne loi des complotistes, parce qu'il avait pris la peine de lire Platon, ce qui n'est pas si mal, Marx, Hegel. Bon. Maintenant, on ne prend plus la peine du tout, et quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lui colle l'étiquette de complotiste, et donc on se retrouve
dans avec le complotisme, dans des formes d'affirmation, comme vous venez de le dire, c'est les Juifs qui sont les grands complotistes mondiaux, c'est les islamistes qui sont en train de nettoyer la France pour remplacer, c'est pour imposer la charia, c'est je ne sais pas quoi, c'est bon, toutes ces formes donc qui trouvent, c'est les Illuminati, pourquoi pas. Oui, y compris autour de la question du virus, hein, Oui, puisque... y compris autour de la question du virus. Hum. Bon, alors, donc là, il y a la formation de poches de parole autour d'une idée fixe. Idée fixe qui est la plupart du temps pas démontrée, mais qui est soutenue par des exemples ou des pseudo-exemples, ou des exemples construits, des faux exemples, qui sont les fake news pour venir à l'appui donc de la thèse que l'on veut démontrer. Alors, je crois qu'il faut absolument distinguer, si on veut s'y retrouver, ce qui est de l'ordre du complotisme et ce qui est de l'ordre de la critique. La critique est nécessaire et de bonne loi et au cœur même du fonctionnement de la discursivité philosophique, et le complotisme est quelque chose qui donc n'est que l'affirmation à toute force et à tout crin et sans reculer devant aucun moyen d'une idée fixe. Alors, comment s'y retrouver? Il faut s'y retrouver par cette distinction entre complotisme qui est indémontrable, qui ne supporte pas l'objection, et le criticisme qui, lui, supporte l'objection et qui admet donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord, de l'entendre et de lui répondre en lui fournissant des exemples qui ne sont pas des exemples construits pour les besoins de la cause, ad hoc, mais des exemples qui sont partagés par la communauté scientifique ou ceux qui ont établi donc un certain nombre d'informations ou de faits. Et là, on est dans deux régimes complètement différents. Le régime complotiste est de l'ordre de l'indémontrable et de l'affirmation réitérée, y compris avec la construction de fausses preuves, de fake news. Et le criticisme est toujours un travail d'élaboration en cours de route qui demande l'oreille ouverte sur l'objection de l'autre, de façon à ce que si je n'ai pas bien construit une objection, l'autre m'objecte et m'oblige à reprendre mon raisonnement et donc m'engage dans un travail de fond de construction de l'argumentation. Donc là, on est dans deux régimes différents qu'il faut absolument distinguer. Il faut rappeler, je crois, cette distinction entre ce qui est critique et ce qui est complotiste. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Alors, beaucoup de gens croient qu'ils sont critiques en étant seulement complotistes. Et donc là, il faut les détromper. Il faut leur dire, écoutez, messieurs, vous n'êtes que complotistes parce que vous démontrez à l'envi une idée fixe en fabriquant des faits, mais vous n'êtes pas dans l'ordre de la démonstration ou de l'argumentation en vous appuyant sur toute une série d'exemples qui sont des exemples partagés. Vous êtes même obligé de fabriquer vos exemples. Alors, je crois que là, on est dans des logiques discursives qui sont des logiques discursives différentes. Et il faut rappeler donc que même si quelqu'un souffre, par exemple, des formes de l'oppression actuelle que l'on a mentionnées tout au long de cet entretien, il n'est pas pour autant autorisé à formuler des donc, affirmations complotistes non démontrées ou indémontrables ou fondées sur des fake news. Ce n'est pas parce qu'il souffre qu'il faut le valider en tant que complotiste. En tant qu'il souffre, il a à organiser lui aussi un discours critique qui se prête donc à la démonstration et qui se prête à l'écoute de l'objection, de l'autre, ce qui n'est pas le cas des complotistes. Ils n'écoutent pas les objections. Au contraire, les objections fait qu'ils ramènent encore, ils construisent de nouveaux faits, mais ils ne répondent jamais à l'objection. Bon. Et donc, je crois que c'est important dans, disons, j'allais dire presque une hygiène discursive actuelle, de rappeler aux gens en leur disant c'est pas parce que tu souffres que tu es autorisé à construire ou à participer à des formes complotistes. Il faut non seulement parce que tu souffres, que tu rendes compte des causes de ta souffrance, que tu comprennes, et c'est cela qui te permettra, dans un discours critique,
de pouvoir formuler une compréhension globale du phénomène. Et tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux le faire qu'avec d'autres, parce que tu as besoin de la discursivité des autres. Donc tu ne peux pas le faire en t'enfermant dans ton ghetto, par exemple, de néo-féministes ou de suprématistes blancs ou de idéologie noiriste. C'est pas ça qui donne, la construction quelconque d'une vérité. Parce que ce ne sont pas des critères qui sont des critères qui débouchent sur l'universalisme. Donc je crois encore ce que vous avez mentionné au début, c'est-à-dire cette notion d'universalisme, est absolument décisive justement pour la distinction donc, de ce discours complotiste et donc de la construction d'un discours effectivement critique. Je crois que ce que vous avez identifié autour de cette tournant, vous avez parlé de tournant discursif ou de crise de la discursivité, je crois que ça décrit vraiment de manière précise ce qui se passe actuellement. Nous sommes tous voilà, sous le règne de cette, soumis à cette pandémie, à cette crise, des crises qui se déploient, donc crise sanitaire, crise politique, crise économique, etc. Mais nous avons toutes sortes de formes de discours qui émanent, mais justement, ces discours ne se nourrissent pas les uns les autres et c'est comme s'ils s'ignoraient. Il y a aussi des discours de subordination. Là, je voulais avoir un peu votre avis sur, suite à la pandémie, à la crise de la pandémie en France, un peu bon, ce qui se passe en France depuis quelques mois, qui fait qu'aussi on la voit un peu partout dans le monde de manière un peu particulière. Voilà, une certaine. Bon, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui était un mouvement social sans précédent depuis mai 68, qui pouvait donner l'impression, qui a donné de l'espoir d'un changement, surtout avec aussi la nomination d'un président jeune qui ne venait pas du milieu politique, qui justement ce qui était à l'origine un défaut pouvait aussi être une qualité, puisqu'on avait parlé de crise, on parle sans cesse de la Ve République qui doit mourir et faire advenir une nouvelle République, etc. Ce mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement porteur de revendications, de colère, etc., mais un mouvement populaire très important en France et qui malheureusement n'a pas débouché lui aussi comme les autres mouvements sociaux qui se sont déroulés durant la décennie 2010 sur des changements politiques. Et là, depuis, on voit venir en France voilà, une certaine crispation, une rigidification. Et je voulais savoir un peu ce que vous avez pensé du discours sur les séparatismes au pluriel, sur ce qu'un Macron avait dit suite au mouvement, vous vous rappelez de ce policier, de ce noir américain qui a été filmé, lui aussi, parce que tout le monde, les caméras surveillent tout le monde, mais elles surveillent aussi les policiers, quelquefois. Et ça peut... On va interdire les images. Hein, voilà, justement, c'est ça qui est en enjeu. Mais cette image du noir... de George Floyd étouffé par un genou d'un policier a créé des émeutes sans précédent aux États-Unis, bouleversé voilà, et ça a eu aussi au niveau mondial un certain nombre de manifestations, etc. En France, qu'avez-vous pensé de ce qu'a dit le président Macron en juin quand il disait que les universités françaises étaient un peu affectées ou infectées par un discours sur les racismes, etc., enfin des théories, les théories postcoloniales. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qui est, voilà, le discours sur les séparatismes, de voilà, ces sortes de macartisme un peu qui se met autour on s'en est pris donc un peu d'une certaine manière aux musulmans français, même si c'est pour la lutte contre les extrémistes, mais les musulmans français, dans leur majorité, sont des citoyens comme les autres, mais ils se sentent quand même, ils se sentent pas très très bien dans leur peau avec ce discours sur
Et voilà, et on s'en prend aussi maintenant aussi aux universitaires qui travaillent sur les questions à travers ce terme d'islamo-gauchisme. Enfin, Oui. voilà, ceux qui, voilà, essayer de comprendre le phénomène de la radicalisation, ce serait le justifier. On s'en prend maintenant aux journalistes en voulant interdire de filmer les policiers. On a vu aussi que par pur hasard, une caméra a filmé des policiers en train de tabasser et de manière raciste un citoyen chez lui, dans son studio. Bon, ces images ont montré que justement, voilà, tout le monde était surveillé, mais que c'était important de surveiller aussi la police dans ses œuvres. À un moment où on veut passer un projet de loi qui voudrait interdire de les filmer, donc, et ça désigne les gens des métiers du journalisme. Voilà. Comment vous réagissez au fait aussi que nous n'avons pas disons, on n'est plus dans la scène des années 60, de mai 68, où les intellectuels étaient vraiment, la classe intellectuelle était à l'avant-garde des revendications, des combats. Cet effacement, en fait, de l'intelligentsia sur ces questions-là. Comment vous voyez un petit peu tout ce qui se passe en France depuis quelques mois à la faveur voilà, de cette grave crise pandémique et sur les suites du mouvement du Gilet jaune? Oui, oui. Mais écoutez, on peut peut-être partir de cette action donc, qui a été filmée, où un producteur de musique qui rentrait chez lui, sans masque, a été interpellé de façon extrêmement violente, frappé, battu, etc. etc. Il se trouvait que des caméras de surveillance, personne, c'était des caméras de surveillance qui étaient dans son studio, ont enregistré la scène, tout. Avec donc la pluie de coups, les insultes racistes, sale nègre, etc. et autres, etc. Et à ce moment-là, en France, il y avait donc le projet sécurité globale qui donc allait interdire de filmer les images de policiers. Alors, justement, c'était une coïncidence dans le temps, c'est le choc des images, des événements et des images, parce que s'il n'y avait pas eu la possibilité de filmer ces policiers en train de se livrer, de perpétrer donc cette action absolument délictueuse et violente à l'encontre d'un citoyen, alors si la loi avait été appliquée, la loi qui interdit de filmer les images avait été appliquée, on n'aurait jamais rien su de ce qui se passe dans les formes de police, dans ces forces de police qui donc peuvent se livrer pensant qu'elles sont investies de tous les pouvoirs et qu'elles sont couvertes dans tous les cas de figure à des exactions, là en l'occurrence c'était extrême. Quand le président de la République a vu ces images, je ne sais pas si vous avez vu son communiqué, il faudrait revoir son communiqué. Mais je vous invite vraiment à revoir son communiqué, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il commençait par dire quelque chose sur Les images sont scandaleuses. C'est les images qui sont scandaleuses. Les images sont scandaleuses. Ce ne sont pas les actes. Voilà, ce n'était pas les faits qui étaient scandaleux, voilà. C'était les images. C'est-à-dire, c'est une caricature. C'est une caricature, voilà. C'est pas la réalité. Voilà, et renforcer donc l'idée qu'il ne faut pas publier d'images. Alors que ces images-là, il faut les publier puisqu'elles révélaient des faits qu'autrement on ne connaissait pas. Non, il faudrait interdire ces caricatures, ces images qui caricaturent les policiers. Il faut les interdire parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Alors, bon, évidemment, là, il y a une contradiction massive et majeure qui fait qu'on voit bien qu'il faut que des citoyens, alors, non pas s'épanchent bêtement sur les réseaux sociaux, comme on invite à le faire, mais aient chacun leur moyen de contre-pouvoir en filmant justement
ce qui paraît scandaleux, en le mettant donc au vu de tout le monde, et donc en révélant des choses qui autrement ne se verraient pas. Donc il faut évidemment donner aux citoyens la possibilité d'exercer son rôle de citoyen et de dénoncer les exactions, y compris des forces de l'ordre, quand exactions il y a. Donc ça change déjà la donne, ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir un bon usage, par exemple, je ne dis pas des réseaux sociaux, mais il peut y avoir un bon usage du téléphone portable. Parce que si vous voyez quelque chose qui est épouvantable, comme par exemple le meurtre de cet homme, George Floyd, aux États-Unis, vous le filmez, vous le mettez, et vous voyez ce que ça produit dans le monde. Une sidération et une révolte extraordinaire, et un ressentiment à l'égard de cette injustice considérable. La même chose. C'est-à-dire, je m'excuse, Dany, cette image est importante. C'est-à-dire que, par exemple, cette image, en 8 minutes, on le voit mourir. C'est-à-dire, c'est pour dire que le numérique n'est pas que... C'est un pharmacon, comme disait Bernard Stiegler. Mais exactement. En 8 minutes, la mort de George Floyd a plus fait que les 8 années pour la cause noire aux États-Unis que les 8 années de la présidence d'Obama. Absolument, mais absolument. Je ne suis pas dans l'accusation de tout ce qui est numérique pour le dénoncer de façon globale, parce qu'il y a un bon usage du numérique, comme par exemple quand on charge les citoyens de repérer des choses qui ne sont pas tolérables dans nos sociétés. Par exemple, lorsque des gens se réunissent pour faire un blog, qui est un blog critique, en construisant des arguments, une pensée, etc., etc. Donc, ça, c'est un bon usage du numérique. Et il faut absolument que cet bon usage du numérique soit renforcé. Et si vous commencez par dire, vous n'avez pas le droit de diffuser les images de la police, vous interdisez donc ce type de fonctionnement, et donc vous autorisez l'autre type de fonctionnement, le mauvais usage des images et des réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut absolument là-dessus faire la part des choses. Il y a toute une série d'usages numériques qui peuvent aider à la construction des discours, à la formation du citoyen, etc. Et celles-ci, il faut considérablement les développer. Alors, maintenant, quand on revoit ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 en France, ça a été jalonné de crises secouées, la France a été secouée de crises extrêmement fortes. Vous avez mentionné la crise des Gilets jaunes, ensuite des retraites, et ensuite la crise sanitaire, avec toutes ces crispations et cette installation. On sent qu'on profite de la crise sanitaire pour installer en France un dispositif de contrôle des populations. Et donc là, ça commence véritablement à bien faire. Alors, par rapport aux Gilets jaunes, je pense que la mésinformation des chaînes d'information a été absolument considérable et a augmenté la colère et le ressentiment des Gilets jaunes qui revendiquaient on leur donne des moyens de vie, voire même de survie pour certains, et comme leur combat a été travesti, que c'était des beaufs, anti-écolos, casseurs, etc., donc ils se sont trouvés contraints d'en rajouter par rapport à leur démonstration. Là, il y a une faille de l'information. Je rappelle quand même que toute l'information publique est contrôlée en France par le gouvernement et l'information privée est contrôlée à 95% par des très grands groupes financiers, que ce soit Bernard Arnault, que ce soit Niels, que ce soit Dassault, etc. Donc là, il y a véritablement, du point de vue de ce qui construit la délibération dans l'opinion, un biais, puisque ceux qui vont rendre compte dans des médias des faits présentent ces faits d'une façon extrêmement biaisée. Et donc là, il y a un problème d'information en France qui est majeur. Majeur. L'information publique est monopolisée par le gouvernement, l'information privée est monopolisée par 6 ou 7 grands groupes financiers qui sont évidemment parti pris
Ils ne vont pas prendre parti, M. Nils ou M. Bernard Arnault ne va pas prendre parti pour les Gilets jaunes, j'imagine. Bon. Et donc là, d'emblée, c'est biaisé. Alors, on sent ceci en France. Tous les citoyens sentent quand même que quelque chose ne va pas. Ça s'est reproduit avec les retraites. Parce qu'avec les retraites, bon, ok, faire une réforme générale pour tout le monde, ok, mais pourquoi introduire des éléments paramétriques dans une réforme qui était systémique? La réforme est systémique, elle vaut pour tout le monde. Je vous signale que maintenant, elle ne vaut pas pour les policiers, hein, puisqu'elle est systémique, sauf pour les policiers, sauf pour l'armée et quelques autres. Bon. Donc, elle n'est pas si systémique que ça. Et on a introduit des éléments paramétriques qui tenaient, par exemple, à ce que des discussions qui pouvaient avoir lieu bien après des éléments ont été introduits tout de suite pour amoindrir un certain nombre de droits à la retraite. Par exemple, avec le déplacement de le fameux âge pivot, le recul du droit de départ à la retraite, etc. Ce qui a faussé complètement les débats sur donc, les questions de la retraite en France. Donc voilà deux grandes questions, les revendications des Gilets jaunes, qui ont été faussées par les comptes rendus médiatiques de parti pris, et la réforme qui a été faussée par l'introduction de paramètres dans une réforme systémique, de paramètres qui étaient désavantageux par rapport aux salariés. Vous arrivez maintenant dans la troisième crise de ce quinquennat, qui est donc le fait de l'utilisation de la crise sanitaire effective pour introduire là-dedans toute une série de biais de contrôle de la population. Donc je crois que là, ça commence à peser un peu lourd sur les populations. Alors maintenant, le rôle des intellectuels, ben, écoutez, le rôle des intellectuels, il est un peu à l'image de ce qui se passe dans les universités. Tous les intellectuels ne sont pas à l'université, tous les universitaires ne sont pas des intellectuels. Mais quand vous voyez ce qui se passe à l'université, c'est des gens qui sont de plus en plus spécialisés dans leur discipline. Alors vous avez des linguistes qui travaillent sur, je parle de la grammaire générative, mais ce dont on a parlé là, les transformations générales de la discursivité à l'heure actuelle, je n'en parle pas. Vous avez des sociologues qui travaillent donc sur, je ne sais pas, toute une série d'aspects qui ont à voir avec sociologie du travail ou autre. Mais sur donc le fait que la structure même du travail a considérablement changé parce que le travail est devenu une dimension qui a été secondaire par rapport donc à la structure du capital, puisque avant nous avions des relations qui étaient des relations capital-travail. Si ça n'allait pas, il y avait des grèves. Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, le travail a été mis de côté et donc on a transformé cette relation bipartite en relation tripartite avec des actionnaires. Et donc les salariés sont devenus des salariés ajustables, jetables. Bon. Donc cette transformation considérable du travail, qui avait été beaucoup travaillée à l'époque, par exemple, de grands sociologues comme Castel ou autres, etc., on n'entend plus tellement parler. Donc la division des savoirs en France fait que chacun est très spécialisé dans sa discipline, mais composer le tout dans une critique qui est une critique globale de la civilisation dans laquelle nous entrons, de celle que nous quittons et celle dans laquelle nous sommes entrés, il n'y en a plus. Donc il n'y a plus de voix qui font entendre justement cette dimension universaliste dont vous parliez au début de notre entretien. Et je crois que là, on rentre aussi dans une crise qui est une crise de la pensée en général, puisque des gens sont réfugiés, ils peuvent être extrêmement savants sur des aspects extrêmement pointus, ils peuvent tout savoir, précisément sur presque rien du tout. Mais la transversalité qui fait que, par exemple, je ne sais pas si vous voyez au XVIIe siècle,
un Descartes, était un philosophe, était un théologien, était quelqu'un qui travaillait sur la dioptrique, un mathématicien, de même pour Pascal, etc. Cette dimension, qui est la dimension d'une pensée en tant qu'elle est transversale et qu'elle dit quelque chose sur le monde dans lequel on est, on n'entend plus beaucoup. Et je crois qu'on vit là encore une crise qui est une crise extrêmement importante de la pensée, avec qui peut se repérer, je l'ai dit, dans les universités, avec donc une inflation des savoirs sur des secteurs de plus en plus petits. J'avais employé une image une fois, qui était une vieille image qui venait de contes indiens, un conte indien. C'est, bon, vous savez, c'était l'histoire des aveugles qui doivent identifier une bête qui est entrée, c'est un éléphant. Ils sont aveugles. Donc il y en a un qui touche la trompe, qui dit oh, c'est un serpent, je sais ce que c'est un serpent. L'autre qui touche l'oreille et qui dit c'est un immense éventail. Je sais ce que c'est un immense éventail. L'autre qui touche un pied, qui dit c'est un arbre, c'est un arbre. L'autre qui touche la défense et qui dit c'est une épée. Et voilà. Donc c'est l'état de nos savoirs. Il y a celui qui dit que c'est un tronc, que c'est un éventail, etc. Et personne ne reconnaît l'éléphant. Et bien on est à peu près, malheureusement, dans cette situation, à l'heure actuelle, dans la pensée. Donc il manque là aussi une dimension universelle. Ce que vous évoquez, Dany, c'est... moi, je travaille depuis plus de 25 ans sur cette question. Mais ce que vous décrivez comme ça, le règne de l'hyperspécialisation, évidemment, dans l'université, c'est ça. C'est-à-dire que le cloisonnement des savoirs va de pair avec les groupes de pression et les logiques de pouvoir, finalement, plus qu'il emporte sur les logiques. Mais notre époque, et depuis l'avènement de ce numérique, l'explosion du savoir plaide pour justement le trans, la multidisciplinarité et un certain nombre de personnes la mettent en pratique, mais je vois de constater que nous sommes un peu face à l'éléphant dans cette attitude, c'est une formidable régression, même par rapport aux temps anciens où justement nous avions, dans différentes époques et différentes cultures, des gens qui étaient des savants dans différents domaines ou qui pouvaient en tout cas appréhender les choses depuis différentes disciplines. Et je pense que moi, personnellement, je travaille sur cette question d'humanisme. Je reviens à, disons, je ne voudrais pas que l'universalisme sur lequel nous réfléchissions, parce que nous parlions de Beethoven, hein, comme l'expression d'un homme universel, beaucoup aussi de ces régimes discursifs de ghetto invoquent l'universel, un universel abstrait, pour aussi être dans une forme très, très étroite de perception et de raisonnement des uns et des autres. Vous avez aujourd'hui des philosophes de Plateau qui ont écrit des livres sur le virus Covid, penser le virus, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un virus ou le Covid-19. On en est là, et je ne vous parle pas des autres thématiques, c'est-à-dire que ce soit l'histoire des gens qui traitent de l'histoire et qui n'ont aucune compétence, c'est-à-dire on a une sorte de médiocrité, malheureusement, Moi, je pense que c'est une crise de la représentation. Je pense pas que, par exemple, l'interdisciplinarité n'existe pas, mais c'est ceux qui au niveau des superstructures, voilà, c'est dans cette sphère où les choses ne traduisent pas le réel, parce que nous sommes dans une société où l'explosion du savoir fait que vous êtes obligé de maîtriser des sciences dures, des sciences douces, et généraliser le concept des humanités au pluriel, hein, les humanités gréco-latines, judéo-arabes, aux humanités scientifiques, aux humanités numériques. Et rappelez-vous, vous avez travaillé aussi sur les humanités, les arts, c'est-à-dire la distinction entre les arts libres, hein, libératoires, et les arts serviles. Aujourd'hui, justement, il n'y a plus cette il faut être un très bon théoricien, il faut être un très, très bon empiriste. Il faut être aussi dans le pratique, dans le concret. Et je pense que ce sera ma dernière question. Je pense que ce que vous avez identifié comme crise de discursivité, tournant discursif, mais aussi le fait que vous vous inscrivez, et c'est là sur ce point que j'aimerais que nous finissions cet entretien, vous vous inscrivez dans le mouvement de convivialité ou de convivence
Est-ce que ce mouvement ne serait pas à même de pouvoir justement formuler ces humanités au pluriel qui ne font plus, euh, disons, qui mettent à niveau les différentes cultures, les différents savoirs, les différentes sciences, les savoirs théoriques, les savoirs pratiques, sans les hiérarchiser. Et nous avons besoin de cette multiplicité d'approches. Est-ce que ce mouvement peut être une manière voilà, de poursuivre, disons, le travail de pensée, le travail d'analyse, le travail de recherche-action, enfin, voilà, et de soigner notre régime discursif aujourd'hui qui souffre Oui, voilà, de tant de mots. oui, oui. Alors, bon, euh, oui, sur cette question, donc, est-ce qu'il y a une pensée convivialiste? Je crois qu'elle est en train de se construire et je pense qu'elle est intéressante. Pourquoi? Parce que nous avions, depuis, disons, les Lumières, un certain nombre de grands champs d'émancipation. Bon. Quatre grands domaines. Il y a eu donc le libéralisme politique. Je ne parle pas du libéralisme économique, hein, je parle du libéralisme politique qui donc, doit faire avec la pluralité des points de vue. Voilà, des points de vue différents. Il faut faire avec la pluralité des points de vue, il faut vivre ensemble avec la pluralité des points de vue. Bon. Il y a eu le socialisme donc, qui postule une commune socialité. Nous vivons tous dans la même société avec des gens qui ont des fonctions extrêmement différentes, mais on est tous dans la même société. Je signale maintenant que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de Oxfam, nous ne sommes plus dans la même société, puisque il y a 15 personnes qui gagnent autant, qui ont un patrimoine équivalent à la moitié de la plus pauvre de l'humanité. Donc 15, ils gagnent 3,5 milliards. Donc c'est plus la même socialité. Ces 15-là, ils sont sortis de toute socialité. Il y a eu le communisme qui postulait une commune humanité, donc avec un certain nombre de traits communs à tous les individus. Il y a eu l'anarchisme qui a donc postulé le développement de toutes les potentialités de l'individu. Bon. Et puis on a ajouté récemment, à la suite de ce qui se passait dans notre monde, c'est-à-dire les désordres climatiques et puis la rupture du point d'équilibre des principaux écosystèmes, l'écologie. Voilà. Alors, donc, un des postulats du convivialisme, c'est qu'il faut penser avec ces 5 doctrines en même temps. Pas une, mais 5, en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous pensez communisme, c'est très bien de penser qu'il y a une commune humanité, mais il ne faut pas réduire donc la commune humanité simplement au collectif. Il faut aussi que dedans, des individus, donc il ne faut pas oublier l'anarchisme qui dit que, attention là-dedans, l'individu n'est pas obligé de se taire au profit du collectif tout le temps, ce qui a fini par arriver dans le communisme réel, que les individus doivent se taire au profit du collectif parce que ça ne rentrait pas dans la chose collective. Et donc, qu'il faut tenir compte de ces différentes dimensions en même temps. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que aucune de ces doctrines n'a raison. Mais il faut corriger une doctrine par l'autre. Il faut corriger le communisme par l'anarchisme, il faut corriger le communisme par le libéralisme politique, il faut corriger l'anarchisme par le socialisme, et il faut corriger le libéralisme politique par l'écologie, par exemple. Voilà. Donc, c'est une affaire de... on sort d'une dimension absolument universelle, parce qu'il y a une pluridimensionnalité. Et il faut tenir compte de dimensions différentes qu'il faut essayer de faire progresser en même temps. Donc il y a déjà cet objectif dans le convivialisme. Le deuxième objectif, c'est, vous l'avez déjà entendu, on a beaucoup parlé d'universalisme, et c'est une idée à laquelle vous tenez, et moi aussi je tiens beaucoup, mais en même temps, on ne va pas faire un universalisme abstrait, comme vous le
disiez, qui s'appliquerait à l'ensemble de l'humanité et à l'ensemble des civilisations qui sont éminemment différentes les unes des autres. Bon, civilisations européennes, grecques, latines, arabo-musulmanes, que sais-je, etc., chinoises, bon, tout ce que vous voulez. Il y a là des spécificités qui ne sont pas réductibles à une forme absolue, s'appliquant toujours et partout d'un même universalisme. Donc il y a une dimension à penser. J'ai écrit un article là-dedans dans la revue du MOS, qui est une dimension sur laquelle on a commencé à travailler, qui s'appelle un pluriversalisme. C'est universel, mais c'est en même temps pluriel. Donc il faudrait penser cette idée de pluriversalisme. C'est-à-dire que c'est vrai que ça s'applique quand même à tout le monde, mais il y a des façons de faire qui sont des façons de faire ici, qui ne sont pas des façons de faire là, qui ne sont pas des façons de faire là. Des façons de faire quoi? Des façons de vivre, des façons de se marier, des façons de faire famille, des façons de faire musique, de la musique, des façons de mourir, des façons de chanter, des façons de faire des poèmes, voilà. Tout ça, il y a donc une multiplicité dans l'humanité. Tout ça, c'est universel. Mais c'est un universel qui prend des formes adaptées donc aux civilisations dans lesquelles cet universel s'est développé. Voilà une autre donc, idée qu'on essaie de développer dans le convivialisme. Voilà donc deux grands champs sur lesquels, du point de vue, disons, théorique, mais théorico-pratique aussi, nous essayons de travailler. Alors notre ambition, c'est aussi de se dire qu'on ne va pas résoudre la question en France seulement. Il faut que c'est une question mondiale. Donc notre ambition, c'est une internationale convivialiste. Donc avec, on est essentiellement des intellectuels. C'est miraculeux qu'en France, une centaine d'intellectuels aient réussi à travailler ensemble et réussi à mettre un peu en sourdine leurs petites différences. Vous savez, le narcissisme des petites différences est très important chez les intellectuels. Donc, on a réussi à mettre ça un peu en veilleuse, pas mal même. Et donc, le second manifeste a été signé par 300 ou 400 personnes dans le monde, avec des signatures qui viennent du monde entier. Et la visée, donc, c'est donc d'être une sorte d'international, intello parce que nous sommes des intellos, c'est pas parce que... Ça veut dire simplement on a une... Ça veut pas dire qu'on méprise ceux qui ne sont pas intellos, mais ça veut dire qu'on ne méprise pas non plus notre spécificité. Notre spécificité, c'est d'essayer de construire des problèmes, de les penser, de les expliquer, d'écrire des livres, etc., etc. Et ça, on ne veut pas la perdre. Et donc, ce travail, on veut le mettre à qui veut bien en faire quelque chose, voir le fiche par terre, s'il juge qu'il faut le fiche par terre, ou le critiquer, ou le réamender, ou en faire des applications qui sont des applications singulières, locales, etc. etc. Donc voilà l'idée globale dans laquelle nous sommes. Tout à fait. Donc, ce que je vois au terme de cet entretien, c'est que vous avez mis l'accent sur cette crise de nos discours, d'une part, le fait qu'au niveau disons, de la classe des chercheurs, des auteurs, des intellectuels de manière plus large, il y a le problème du manque de capacité à être pluridisciplinaire. Hein, voilà, voilà. Et donc, je vais juste dire un petit mot, si vous me permettez. Oui, bien sûr, je vous en prie. Bon, je suis un universitaire, j'ai fait toute ma carrière à l'université, et donc j'ai vécu de plus en plus cette parcellisation, cette fragmentation des savoirs, et j'en ai beaucoup souffert. C'est renforcé d'ailleurs par tous les modes néolibéraux de la gouvernance dans les savoirs, qui fait que de plus en plus ces chercheurs sont dédiés à tel ou tel point dans un programme global de recherche, et qu'ils doivent anticiper sur les recherches qu'ils visent, parce que dans la recherche, il y a toujours vraiment un retour sur investissement. C'est-à-dire, si vous investissez dans la recherche, c'est parce que vous espérez que ça va produire des modes, des appareils, des pensées, des dispositifs qui vont être utilisés
dans la grande ingénierie sociale ou économique. Bon. Et ceci fonctionne maintenant principalement sous le mode néolibéral, c'est-à-dire, voilà, tu dois nous dire ce que dans 2 ans tu vas produire. Or, c'est pas comme ça se produit la pensée. Je peux chercher quelque chose et je trouve autre chose. C'est constant dans la pensée que on s'avance vers quelque chose, mais pour le trouver, il faut qu'on rencontre un tel, et donc l'imprévu, l'étincelle qui fait que d'un seul coup, hop, ça y est, on trouve quelque chose. Ceci n'est pas de l'ordre du prévisible, c'est pas de l'ordre du programmable. C'est pas comme une usine qui veut produire, par exemple, une voiture hybride où tout doit être prévu à l'origine. Non, la pensée, c'est pas ça. La pensée, ça se produit avec des effets qui sont des effets de surprise, y compris pour le propre chercheur. Je vous rappelle, par exemple, comment les pneus qui sont utilisés dans la voiture, dans les voitures, dans les tracteurs, les camions, etc., ça a été découvert, c'est une erreur, c'est par hasard. On a fait chauffer du latex, et il y a un type qui est passé, qui a laissé tomber par inadvertance un, un paquet de soufre dedans. Tout est viré noir et ça a produit une matière qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle le caoutchouc. Bon. Comment la pénicilline a été inventée? Donc, vous savez très bien l'histoire. Quelqu'un part, laisse sur le lieu où il travaille un certain nombre de cultures, et puis un confrère à lui jette un certain nombre par inadvertance de produits dedans, et il s'aperçoit que les staphylocoques ou les streptocoques qu'il cultivait ont entièrement disparu quand il revient. C'est une découverte qui est une découverte faite par hasard. C'est la moisissure qui a fait qu'on a découvert la pénicilline. Sinon, on n'aurait jamais découvert la pénicilline. C'est une découverte qui n'était pas programmable. Et plein de découvertes se font comme ça. Donc, il y a un mode créatif et inventif de la pensée qui ne se réduit pas au programmable comme le voudrait donc l'administration néolibérale de la recherche. Et j'ai été dans un lieu, c'est pour ça que je vous en parle, pas au sortir de l'université, c'était pendant que j'étais à l'université, j'étais invité pour un séjour d'1 an dans un institut d'études avancées, celui de Nantes, l'Institut d'études avancées de Nantes. Et là, j'ai découvert le contraire de l'université. Des gens qui viennent du monde entier, d'Afrique, d'Égypte, de Chine, de Russie, d'Amérique latine, quelques Français, etc., de toutes les disciplines, architectes, psychologues, mathématiciens, linguistes, historiens, etc., et qui travaillent pendant 1 an ensemble. Excellent. Et il y a un foisonnement de pensée, il y a une interfécondation de la pensée qui est quelque chose d'extraordinaire que je n'ai jamais rencontré à l'université. Et je vous signale que cette IEA, parce que c'est un IEA, un institut d'études avancées, a été classé, étant donné les résultats qu'il produisait, parmi les 10 meilleurs IEA dans le monde, à côté de ceux de Princeton, de ceux de Berlin, etc. Donc j'ai eu la chance de vivre 1 an dans cet institut, et après, donc, comme j'étais si heureux d'y vivre, on m'a proposé donc que je sois membre du conseil scientifique de cette IEA pour ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et là, j'ai vécu vraiment une expérience complètement différente dans l'université, et je me suis aperçu que ça pourrait être différent. La construction de la pensée dans l'organisation des savoirs pourrait être entièrement différente. Je l'ai vécu dans cet institut. Voilà. Et je tiens à cette expérience. C'est un excellent, très bel exemple que vous citez là en fin de notre entretien, qui justement montre à la fois le projet, la nécessité d'une entre-connaissance et aussi du vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est confronté. Et c'est un exemple qui est porteur d'avenir, puisque je pense qu'il faut multiplier ces espaces
où il faut des espaces de savoir et de croisement des disciplines et des gens et des cultures et d'amener les gens à vivre ensemble. Et comme vous disiez, nous avons, et c'est tout à fait ce qui manque à notre soi-disant pluralisme d'aujourd'hui, à cette prolifération de discours. Chacun communique, mais en fait, il manque cette communication fondamentale de l'entreconnaissance, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité ou de la transdisciplinarité. Et puis, l'autre danger aussi qui prolifère dans nos manières de communiquer, c'est que nous produisons toutes sortes de discours, ce que vous disiez, le tournant discursif, mais on n'entend pas l'autre, on ne se met pas à l'écoute de l'autre, on n'enfile pas la chemise de l'autre, donc on n'est pas dans la perception de l'autre. Et donc, voilà, on est dans l'exclusion de l'autre. Voilà, par exemple, avec ce que vous disiez sur les projets sur le séparatisme. Là, exactement. Dans l'exclusion de l'autre. Donc, c'est effectivement cet exemple de l'Institut d'études avancées de Nantes, mais d'autres expériences où on réunit des gens. Et je pense qu'il faut généraliser ce que je disais sur les humanités. Je pense qu'il faut inclure les artistes, il faut inclure il faut inclure les artisans aussi, l'ouvrage manufacturé. Voilà. Et parce que la pensée, elle se produit aussi au niveau de l'artisan, l'homme qui travaille encore à la main et qui pense ce qu'il produit. Et je pense que nous avons besoin d'espaces justement qui nous rappellent notre humanité, qui la déclinent au pluriel, mais qui nous amènent aussi, qui nous imposent d'apprendre à vivre ensemble et s'entreconnaître véritablement. En tout cas, c'était un plaisir de m'entretenir avec vous, Dany. Et voilà, donc, partagez ça, merci. Voilà, malgré votre pessimisme raisonné, je préfère que nous gardons voilà, l'idée de la convivialité, de la convivence comme projet humaniste dans ces temps difficiles qui sont les nôtres. Je suis un pessimiste d'une façon singulière, c'est-à-dire que quand je considère les choses, je suis très pessimiste. Et la moindre chose qui se passe, je trouve que c'est merveilleux. Qui va dans le sens que vous disiez, je trouve que c'est merveilleux. Donc, je suis un pessimiste qui ne perd pas espoir. Merci beaucoup, Dany, et au plaisir d'une prochaine conversation. Merci, grand merci, Reda. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.